Bonjour mesdames et messieurs, Alain Morin, directeur de la santé publique à l'Agence régionale de santé. On vous a proposé ce webinaire pour répondre à vos interrogations concernant la vaccination HPV et la campagne de vaccination HPV. Ce soir, nous serons trois à vous faire la présentation. Céline Rousset, qui est conseillère technique au rectorat, infirmière conseillère technique au rectorat de Besançon. Le professeur Serge Douvier, qui est gynécologue au CHU de Dijon, et donc moi-même. Je vous précise que le webinaire est enregistré parce qu'on souhaite le mettre en ligne, parce que pour permettre pour les gens qui n'auraient pas pu se connecter. Les micros sont tous coupés et on vous demande, si vous avez des questions, d'utiliser l'onglet Conversation que vous avez en haut à gauche sur la barre. Vous cliquez dessus et vous pouvez poser vos questions et on répondra à la fin de chaque présentation. On va avoir deux présentations, une ARS Éducation nationale et l'autre du professeur Douvier, qui est plus technique. Donc on répondra à l'issue de chaque présentation. On va pouvoir commencer. Euh, Alors, j'espère que ça marche. J'ai un petit problème de partage, mais c'est normal, ça ne peut pas bien. Je ne sais pas si vous voyez, je suis pas Là, on sûr. voit. Ouais, c'est le mien. Alors, attendez, je vais revenir au début. OK, voilà. Bon, je vais dérouler. La vaccination contre l'HPV dans les collèges. Peut-être rappeler au niveau historique, on est sur une annonce du président de la République qui remonte maintenant à février 2023, qui avait annoncé une campagne de vaccination généralisée pérenne. C'est-à-dire que là, on est parti sur du long terme. Qui est à destination des élèves de 5e, donc toute une classe d'âge. Et c'est en place depuis la rentrée de septembre 2023. On a déjà maintenant un recul d'une année sur l'organisation de cette vaccination, qui ne se substitue pas à ce qui peut être fait en ville, hein, puisque toute personne, la vaccination par le professionnel de santé en ville continue d'être réalisée. Simplement une facilitation et qui a déjà utilisé dans d'autres pays européens et au niveau mondial, qui présente quand même un intérêt certain et qui permet de monter les taux de vaccination. Pour préciser que c'est une vaccination gratuite, on vise 800 000 élèves par an donc ça correspond à un ensemble de classes d'âge et avec un objectif de couverture vaccinale, c'est-à-dire la proportion d'enfants vaccinés qui est visée de 80% en 2030. Et elle concerne aussi bien les garçons et les filles. On a eu une première cible à 30% des enfants vaccinés pour l'année scolaire 2023-2024. On est en train de terminer la deuxième dose, une vaccination en deux doses. Les collèges, les dernières vaccinations sont en cours dans les collèges au niveau de la deuxième dose, au niveau de la région. Alors, on a 331 collèges, dont 61 privés qui sont sous contrat. Ça représente 32 000 enfants élèves de 5e pour l'année scolaire 2023-2024. Et on a 5 475 élèves précisément qui ont bénéficié d'une vaccination au 31 décembre 2023, c'est-à-dire la première dose. Ça représentait 19%. Et ce qui veut dire que quand on rajoute les vaccinations réalisées en ville, hein, je vous ai bien précisé qu'on est sur un double système, on arrive à 35% des élèves de 11 ans, soit à peu près un peu plus de 11 000 enfants, qui ont reçu une dose de vaccination 31-12-2023. Donc on a une montée en charge qui est quand même satisfaisante, parce que l'an dernier, on a démarré quand même tardivement. Entre la campagne d'information était tardive, c'était la première année. Donc il fallait lever un certain nombre de freins, d'inquiétudes à la fois chez les parents, chez les enfants. Donc pour vous donner un peu les résultats, hein, là on est sur le niveau national, hein, on est passé de 38% à 55% des jeunes filles qui ont été vaccinées, donc plus 17%.
Et chez les garçons, là, on était quand même plus en retard. Donc, on était à 26% avant la mise en place du programme. On est passé à 41%. Donc, ça a quand même bien fonctionné, même si on ne peut pas satisfaire de ces chiffres-là. Mais c'était la première année. Et donc, l'objectif, c'est de faire bien mieux cette année et bien mieux les années suivantes, parce que c'est quand même permettra d'éviter quand même des maladies graves, des cancers chez tous ces enfants. Alors, juste pour vous montrer au niveau des chiffres régionaux, donc là, vous avez les chiffres en fonction des régions, les chiffres de vaccination. Vous voyez, la Bourgogne on est un petit peu mieux que la moyenne, enfin non, on est au niveau de la moyenne nationale pour les garçons. Il y a des régions qui sont bien plus en avance. Donc, quand on regarde la région Bretagne, notamment, qui traditionnellement est beaucoup plus en avance. Et chez les filles, donc, on était à 55% comme au niveau national, et chez les garçons, on est à 43% au lieu de 41% par rapport aux autres régions. Donc, on va dire qu'on se situe globalement, ni plus ni moins, bien que les autres régions. Euh, alors, au niveau de l'organisation des vaccinations, comment ça va se passer? Première chose, vous aurez une information qui va arriver officiellement via les systèmes dématérialisés. Les vaccinations sont réalisées durant le temps scolaire. Donc, il y a toute une organisation qui se met en place au niveau du collège, donc qui a été rodée déjà depuis une première fois, une deuxième fois sur l'année scolaire 2023. Et qui est-ce qui vient réaliser les vaccinations? En fait, ce sont des équipes de centres de vaccination qui sont identifiés par les agences régionales de santé sur leur territoire. C'est-à-dire qu'on a dans chaque département, vous avez un ou deux centres de vaccination qui sont agréés, qui ont l'habitude de vacciner de la population. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui est en dehors des schémas inhabituels. Ce sont des personnes qualifiées qui maîtrisent totalement les actes et qui ont l'habitude de travailler avec des enfants. Donc, c'est plutôt un facteur de réussite. Simplement, elles sortent habituellement, elles sont plutôt dans leur mur. Aujourd'hui, on leur demande d'aller dans les collèges, qui est toute une organisation qui est mise en place pour que ça se passe au niveau du collège. Au niveau juste de l'organisation, au niveau donc, de l'Agence régionale de santé, on s'occupe du pilotage régional, départemental, donc c'est en lien avec l'éducation nationale. On travaille également avec les directions diocésaines de l'enseignement catholique, l'assurance maladie. Important de souligner, il y a ce qu'on appelle un suivi de pharmacovigilance important qui est mis en place, c'est-à-dire on va repérer tous les effets indésirables qui peuvent arriver, comme pour tout médicament, comme pour toute injection, vous pouvez avoir des effets indésirables qui arrivent. Donc tout est répertorié avec un renforcement du dispositif. On a deux centres de pharmacovigilance dans la région, à Dijon et à Besançon, avec lesquels on travaille habituellement, qui nous ont accompagnés de la même façon quand on était en vaccination Covid, dans les centres de vaccination, qu'aujourd'hui nous accompagnent complètement au niveau de la vaccination HPV. Ils dépendent de ce qu'on appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, qui répertorie et qui fait une étude au niveau national. Alors, je vous parlais des centres de vaccination. Donc, on a des équipes mobiles qui vont aller dans tous les collèges publics et privés, qui comportent un médecin dans toutes les équipes. Et la planification, elle se fait en lien avec l'éducation nationale, les directions diocésaines, et puis bien sûr, donc, et en premier lieu, les proviseurs, les principaux des collèges, puisqu'il faut quand même qu'elle ait une petite organisation et puis le temps d'avertir tous les parents. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a une traçabilité des vaccinations. C'est-à-dire que toute vaccination qui est réalisée, elle va être mentionnée dans le carnet de vaccination. Il s'appelle le carnet de vaccination. On remet une fiche de vaccination à l'enfant qui la remettra à ses parents. Et bien sûr, ça se fait sous un format je ne l'ai pas précisé, mais c'est bien sûr dès lors que les deux parents sont d'accord, parce qu'il y a une autorisation pour les deux parents, et que l'enfant est d'accord. Si l'enfant, le jour de la vaccination, dit je ne veux plus être vacciné, on ne va pas vacciner contre son gré un enfant. On est très attentif et il y a toute une phase d'explication aussi qui est menée avec les professeurs avant, parce que c'est pas anodin, ça peut faire un petit peu peur. Mais avec le recul que l'on a, c'est des séances de vaccination qui se passent vraiment bien, et des élèves qui n'ont aucun problème. Euh, alors, je vais laisser la parole à Madame Rousselet, donc qui est infirmière au rectorat de Besançon,
qui parle pour les deux rectorats, donc Dijon et Besançon, qui va vous expliquer le rôle de l'éducation nationale. Oui, merci, bonsoir. Le premier rôle en fait de l'éducation nationale, c'est vraiment un rôle de relais et d'interface entre les équipes et entre les familles et les équipes vaccinatrices. Nous sommes donc chargés de transmettre l'information auprès des élèves, auprès des parents d'élèves, avec des temps, si possible, comme le disait Monsieur Morin, de sensibilisation auprès des élèves sur la vaccination, sur la mise en œuvre, des temps voilà, de questions-réponses en direction des élèves pour vraiment lever les craintes, les appréhensions, et puis aussi pour sensibiliser. Donc en juin, ce qui est prévu normalement, et ce qui peut être décalé à septembre, c'est donc la remise du courrier d'information et puis l'information qui sera donnée sur la plateforme de dématérialisation, qui sera une plateforme de recueil du coup de dépôt d'autorisation parentale. On était là cette année sur des autorisations papier qui ont voilà, eu qui ont amené quelques contraintes, en tout cas nous, de gestion au niveau de recueil de ces autorisations, de vérification des autorisations. En tout cas, ça nous a demandé du temps, nous, au niveau de l'éducation nationale. Donc là, pour la rentrée de septembre, on sera sur une plateforme de dématérialisation. Et puis en septembre, la remise du kit d'information aux élèves de 5e, voilà, qui reprend les informations essentielles sur la vaccination. Donc, en plus de ce rôle d'information, de communication, donc on met à disposition, on prépare les locaux et on met à disposition les locaux, en général les infirmeries pour la vaccination. Voilà, c'est ce qui s'est passé cette année dans la majorité des situations. C'est voilà, des locaux qui sont adaptés, qui sont connus des élèves et qui du coup permettent de faciliter cette mise en place de la vaccination. Et puis enfin, sous la direction, sous l'impulsion des chefs d'établissement, on est chargé de l'accueil, de la surveillance des élèves, du retour aussi des élèves dans les classes quand la vaccination a eu lieu. On se tient vraiment disponible aussi bien auprès des élèves que des familles pour toutes les questions qui viendraient en amont, pour toutes les questions aussi qui viendraient après cette vaccination. Et voilà, on a des liens serrés et étroits avec l'ARS et les équipes vaccinatrices pour vraiment assurer un pilotage, j'ai envie de dire, fiable et sécure de cette vaccination. Et avec une première année d'expérimentation qui est plutôt très positive, avec une mise en place assez facile en général dans les établissements, et puis une disponibilité des équipes qui a permis vraiment de réussir ces temps de vaccination. Là, je pense que... Vous voyez la dernière diapositive? Oui. OK. Alors, au niveau du calendrier, donc, alors, on a un petit décalage là, on aurait dû remettre les premiers documents d'information aux parents d'élèves courant juin. C'est pas certain vu les circonstances que ça peut être fait en juin. On attend une signature ministre sur un document. Bon, si ce n'est pas à juin, ce sera peut-être début juillet ou alors début septembre. Ça ne change pas énormément de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir à l'été 2024 une campagne nationale de promotion de la vaccination contre les HPV qui va être faite. Donc, c'est l'Institut national du cancer qui le fait avec ce qu'on appelle l'Agence nationale de Santé publique France, qui permet d'expliquer ce que c'est que la promotion de la vaccination. Vous avez des campagnes sur les ondes également. On en entendait déjà, mais ça, il y en a qui sont sponsorisés également. Avec septembre-octobre, l'information des parents, adolescents des collèges, de l'organisation, de l'établissement des plannings, parce qu'il faut organiser tout ça. Enfin, c'est quand même une grosse opération. Et puis, on va au dernier trimestre, entre octobre, novembre, décembre, avec des journées de vaccination dans les collèges pour l'administration de la première dose de vaccin contre le HPV. Et puis en avril, mai, juin,
Donc, dans un an, on fera une deuxième dose de vaccination contre les vaccinations HPV. Donc, voilà, grosso modo, le calendrier. On a un an de recul, donc pas trop d'inquiétude. Il n'y a pas de problème d'accès. Vous entendez souvent parler de, comment dire, de difficultés, de rupture de stock et autres de médicaments. Ce n'est pas le cas pour ce vaccin-là. Les stocks sont largement suffisants. On n'a pas manqué de vaccins. Donc, il n'y a pas de problème de rupture de stock, comme on a pu en connaître sur d'autres produits. Donc, il n'y a pas de raison. Bah, tout est ouvert de notre côté pour l'organisation. Les équipes sont rodées, les collèges sont rodés. Donc, ça se passera forcément bien. Et cette année, on a une dématérialisation, comme le disait Madame Moustet. Donc, ça sera plus simple pour vous. Bien sûr, pour ceux qui ont des difficultés d'accès à Internet, il y aura toujours la possibilité de remplir une attestation papier. Mais l'intérêt de la dématérialisation, un, c'est plus simple pour vous. Et puis deux, il y a une vérification automatique que toutes les rubriques sont bien remplies. Ce qui est important, c'est aussi que l'enfant arrive avec le carnet de vaccination. On le redit souvent parce que c'est important que le médecin, l'équipe de vaccination puisse vérifier que d'abord, l'enfant n'a pas été vacciné, hein, parce que c'est arrivé qu'on ait des enfants qui étaient déjà des vaccinés qui arrivent pour se faire le vaccin. Donc forcément, à ce moment-là, on ne va pas les vacciner. Et puis, ça permet aussi d'enregistrer la vaccination. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Je regarde donc, dans le rubrique. Alors, non, je ne vois pas de questions. Donc, je rappelle, hein, pour les personnes qui viennent de se connecter, vous avez l'onglet Conversation en haut à gauche sur la barre. Donc, vous cliquez dedans et vous pouvez vous poser vos questions. Donc, comme je vois qu'il n'y a pas de questions, professeur Douvier, on vous passe la main pour la présentation de façon plus détaillée de ce que c'est que la maladie, le vaccin, et répondre à toutes les questions. D'accord. Écoutez, merci. Je suis en train de chercher mon diaporama que j'ai déjà perdu. Ça commence bien. Bon, éventuellement, vous pourrez le passer parce que je ne le trouve plus. Il était sur mon écran. Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Effectivement, on m'a présenté comme étant gynécologue et travaillant en CHU. En fait, j'ai actuellement une activité exclusive concernant la pathologie du col, c'est-à-dire les problèmes de col de l'utérus. C'est-à-dire que je vois en pratique toutes les femmes qui me sont référées parce qu'elles ont une anomalie au niveau du frottis ou parce qu'elles ont malheureusement des débuts de cancer ou des pré-cancers ou encore mieux, parce qu'elles sont porteurs d'une lésion virale qui est le papillomavirus. Avec tout ce qu'on vous a dit, ces vaccinations, en fait, se pose la question, cliché suivant, qu'est-ce que c'est que ce papillomavirus? Quelles sont ses conséquences chez l'homme et chez la femme? Et comment on peut prévenir cette infection et ses conséquences? Cliché suivant, le papillomavirus, en fait, c'est un virus qui est très ancien. On en parlait déjà à l'époque des Égyptiens, sauf qu'on ne l'appelait pas papillomavirus, on l'appelait différemment parce qu'il n'avait pas été identifié. Il n'a été identifié que de façon plus récente, dans les années 70. C'est un virus qui est très résistant et qui a très peu muté, très peu modifié de par le temps. C'est-à-dire que c'est toujours le même, avec le même génome, ce qui veut dire que globalement, toute action sur ce virus sera vraisemblablement pérenne. Ça infecte la peau et les muqueuses anogénitales. Vous connaissez très bien les infections avec la peau des papillomavirus, comme les verrues plantaires, verrues palmaires, vous les connaissez tous. Et il y a certains types de papillomavirus qui ont plutôt une prédominance sur les muqueuses, et en particulier les muqueuses anogénitales, mais également les muqueuses orales. On décrit plus de 200 types d'HPV différents, mais il y en a une quarantaine qui peuvent infecter le tractus anogénital. Un certain nombre d'entre eux sont à faible risque, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance ou très peu de chance d'avoir un cancer associé à ce virus. Mais par contre, ils pourront être très responsables de verrues génitales, et d'autres qui sont qualifiés à haut risque, qui peuvent être associés avec des cancers. Mais attention, je vous mets tout de suite en garde, le fait d'être porteur d'un virus à haut risque ne signifie pas que vous avez un cancer. Cliché suivant, en pratique, le virus peut être responsable d'un certain nombre de choses. J'ai mis sur ce cliché à la fois les hommes et les femmes pour les conséquences graves, c'est-à-dire les cancers principalement. Et vous voyez qu'en fait, bon, bien sûr, la femme, on connaît tous le cancer du col de l'utérus, 3000 cas annuels à peu près. Le cancer les lésions précancéreuses du col de l'utérus, plus de 30 000 cas annuels.
mais on a également des cancers à la fois chez l'homme et chez la femme de l'anus liés au papillomavirus, et quasiment exclusivement au papillomavirus type 16, mais également des cancers de l'oropharynx, donc au niveau de la gorge, qui touchent un peu moins les femmes et plus les hommes, et qui sont, en termes de chiffres, qui représentent au total 6400 nouveaux cas de cancer annuels. Un tiers de ces cancers touchent l'homme, ce qui justifie largement la raison de vacciner également les hommes. Cliché suivant. Tout commence en fait par une infection. Ah, c'est allé un peu vite, excusez-moi. Voilà. Tout commence en fait par une infection avec un virus. Et cette infection, elle est banale. Elle est banale à tel point qu'on considère que 80-90% des gens, hommes ou femmes, feront peu ou prou au cours de leur vie génitale une infection à papillomavirus. Ce n'est qu'un marqueur d'activité sexuelle. Sauf que ce virus, en tout cas pour l'infection génitale et en particulier le cancer du col de l'utérus, il faut que ce virus aille jusqu'au col de l'utérus. Et c'est dans ce fait que ça devient une maladie sexuellement transmissible, puisqu'il faut un rapport sexuel, ou en tout cas quelque chose de pénétrant, qui permette d'amener ce virus vers le col de l'utérus. Mais la majorité de ces infections virales se guérissent spontanément. Plus de 90% des infections virales se guérissent sans aucun traitement. D'ailleurs, il n'existe pas de traitement curatif de l'infection virale. Mais ça met un certain temps. Pourquoi? Parce que le virus ne passe pas dans le sang, ne fait pas comme pour la rubéole ou pour la rougeole, où très vite, au bout de 3 semaines, vous avez des anticorps qui apparaissent. Ce virus reste au niveau des muqueuses, et c'est uniquement le système immunitaire local qui arrive à se débarrasser de ce virus. Résultat, il nous faut entre 1 et 2 ans pour arriver à éliminer un virus. Si vous avez l'occasion d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, eh bien, un nouveau virus risque d'apparaître et il faudra de nouveau 1 ou 2 ans pour arriver à s'en débarrasser. Un petit détail, ce système immunitaire local est très fragile et il est particulièrement sensible à l'acide nicotinique, c'est-à-dire au tabac. Cliché suivant. Comment peut-on prévenir cette infection à papillomavirus? Eh ben, c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, à savoir la vaccination. Cliché suivant. Cette vaccination concerne donc à la fois les filles et les garçons, et elle touche les tranches de 11 à 14 ans, où on va faire 2 doses de vaccin à 6 mois d'intervalle, ou un rattrapage entre 15 et 19 ans pour l'instant révolu, c'est-à-dire que si vous avez 20 ans moins un jour, vous êtes éligible à la vaccination. Et elle est prise en charge par la sécurité sociale. Mais là, par contre, il faudra 3 doses, une première dose, une deuxième dose 2 mois plus tard et une troisième dose 6 mois plus tard. On ne tient absolument pas compte de l'activité sexuelle qu'a pu avoir la personne, que ce soit le garçon ou la fille, qui vont être vaccinés. Cliché suivant. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose, cette vaccination? Parce qu'en fin de compte, c'est bien beau de dire on vaccine, mais est-ce que c'est efficace? Cliché suivant. Eh bien, quand on prend uniquement le portage du virus, c'est-à-dire l'infection à HPV 6, 11, 16, 18. Pourquoi ces 4-là? Parce que c'est les 4 premiers virus qui ont été concernés par le premier vaccin Gardasil 4 qui a été mis sur le marché en 2006-2007. En Australie, ils ont très vite adhéré à ce système-là et ils ont mis en place un système de vaccination à la fois scolaire, à la fois universitaire et à la fois par les médecins généralistes, ce qui aboutit très rapidement à un taux de couverture très important et une réduction entre 2005-2007, période où les gens n'étaient pas vaccinés, et 2015, vous voyez sur ce cliché, une réduction de 93% de l'infection virale liée à l'HPV 6, 11, 16 ou 18. L'espoir actuel des Australiens, c'est qu'en 2030, il n'y ait plus de papillomavirus chez eux. Cliché suivant. Maintenant, on prévient l'infection virale, mais je vous ai dit que l'infection virale était quelque chose de banal. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si cette infection virale, en particulier celle qui ne guérit pas, qui n'est pas traitée par l'immunité locale, qui persiste, quel est son risque de voir apparaître un précancer et quelle est la réduction de ce risque en vaccinant les patientes. Là, on a des séries qui ont été, vous voyez, 26 séries qui ont été réalisées, et on s'aperçoit que les patientes qui ne sont pas vaccinées présentent un risque de lésions de haut grade, donc CIN2+, c'est-à-dire des lésions précancéreuses, de l'ordre de 164 pour 10 000, par rapport aux femmes vaccinées qui n'ont que 2 pour 10 000 de lésions de haut grade liées à ces HPV 16 et 18. Donc, de façon très significative, on a une
protection à quasi 100% contre les lésions précancéreuses. Cliché suivant. Maintenant, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est le cancer. Le problème, c'est qu'on vaccine des jeunes filles de 11-14 ans et le cancer a un pic d'incidence à partir de 39 ans. Donc, il est évident qu'il faut attendre un certain nombre d'années pour voir l'effet positif de cette vaccination sur les cancers. Et c'est pour ça que ces publications sont beaucoup plus récentes. Il a fallu attendre un certain temps. Là, sur ce cliché, vous voyez, nous avons une population non vaccinée qui est en jaune, jaune-brun, une population qui a été vaccinée entre 17 et 30 ans, parce que dans certains pays, on vacciné relativement tardivement, et on voit donc la courbe bleue, et des patientes qui ont été vaccinées avant l'âge de 17 ans, la courbe verte. On s'aperçoit que quand on est vacciné entre 17 et 30 ans, on a une réduction de 53% des cancers, et quand on est vacciné avant 17 ans, on a une réduction de 88% des cancers. C'est quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et ces chiffres, on les a depuis peu grâce à la Suède, qui a des registres des cancers et qui a pu apparier ces registres avec les taux de vaccination. Cliché suivant. Alors, la donnée de tolérance de la vaccination, je ne vais pas rentrer sur toutes les données qui ont été publiées, je suis résumé. Cliché suivant. Déjà, il faut savoir quel est le processus de fabrication de ce vaccin. Le vaccin, par exemple, pour la rougeole, pour la rubéole, ce sont des vaccins soit vivants atténués, soit des vaccins morts, c'est-à-dire des virus morts. Ici, pour l'HPV, le papillomavirus, en fait, on n'utilise pas de virus, on utilise uniquement la protéine qui enrobe le papillomavirus, protéine qui est spécifique du type, mais pour lesquelles il n'y a pas d'ADN. Il n'y a donc aucun pouvoir réplicatif, aucun pouvoir infectieux, et il y a juste une capacité à induire une réponse immunitaire protectrice spécifique du type. Cliché suivant. Il y a eu de nombreux essais cliniques qui ont été faits avant la mise sur le marché, donc la phase 3 à laquelle on a pu participer. Et puis ensuite, on a donc obtenu une AMM en 2006 qui a permis l'utilisation, vous voyez, de plus de 500 millions de doses d'HPV distribuées dans le monde, avec aucun risque majeur par rapport à une vaccination standard. Cliché suivant. À tel point même que le Comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins, qui a réexaminé toute la littérature en 2017, a conclu que la vaccination par le papillomavirus était tout à fait rassurante et qu'elle craignait surtout l'impact des fausses allégations sur le taux de couverture vaccinale et des conséquences sur la future morbidité. À dire que le vaccin était dangereux, à sortir des bêtises et des inepties, on a incité les gens à ne pas vouloir se faire vacciner, ce qui explique le faible taux de couverture, en particulier en France. Cliché suivant. Alors, quelles sont ces données de couverture vaccinale? Je ne vais pas revenir sur tous les chiffres qui ont été donnés déjà tout à l'heure, mais enfin, ils y sont sur les diapos, mais surtout pour en faire les commentaires. Cliché suivant. Donc, on a la couverture vaccinale, vous voyez, pour la population de 15 ans, une dose. On a effectivement en France 54,6% des filles de 15 ans qui ont eu une dose et 25,9% des garçons qui ont eu une dose, donc à 15 ans. Alors, vous voyez les courbes, bien sûr, pour les garçons, elle commence très, très tard, la courbe, mais elle monte assez rapidement quand même, c'est assez rassurant. Et pour les filles, bon, ça monte un peu plus progressivement, sachant qu'il y a eu des petits creux de vagues, comme on voit sur la courbe pour les années de naissance de 98-99, qui étaient liées à des campagnes anti-vaccinales. Cliché suivant. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, on n'est pas un peu fiers. Certes, on n'a peut-être pas les meilleurs taux de couverture, mais on arrive quand même à des taux particulièrement intéressants, de 62,3% pour les filles et de 30,6% pour les garçons, ce qui est quand même assez intéressant, en tout cas par rapport à la France. Et quand on regarde les différents départements, bon, c'est vrai que c'est la Côte d'Or qui ressort en premier, ensuite la Haute-Saône, mais bon, globalement, on se tient quand même à peu près en termes de couverture vaccinale. Cliché suivant. Alors, les données à 12 ans vous ont été déjà présentées, donc on peut passer rapidement. On est passé effectivement au stade avant la campagne vaccinale de l'année dernière, donc septembre 2023, après la campagne vaccinale, enfin la campagne de vaccination, donc en décembre 2023, donc une dose. On s'aperçoit qu'on est passé de 38% à 55%, donc plus 17 points pour les filles et plus 15 points pour les garçons. Et quand on prend la Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, on voit que pour les filles, on a gagné 20 points et pour les garçons, on a gagné 19 points, ce qui est quand même relativement satisfaisant.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je reste attentif à pouvoir répondre à toutes vos questions. Je remets ma caméra et mon micro, ce sera plus simple. Le carnet de vaccination se trouve-t-il dans le carnet de santé de l'enfant? Ça, c'est... Moi, Dans le carnet de vaccination, il me semble que de toute façon, il y a des pages où on peut rajouter des vaccinations quelles qu'elles soient. Il y a les vaccinations obligatoires, effectivement, qui ont des pages spécifiques. Et puis, vous avez les pages libres où vous pouvez rajouter les vaccinations. Je ne pense pas pour l'instant qu'il y ait une page spécifique HPV qui apparaisse. Mais je n'ai pas vu récemment un carnet de vaccination. Et puis, vous avez les carnets de vaccination électroniques qui se mettent en place. Donc, il y a le carnet de vaccination papier. Et vous avez aussi les carnets de vaccination électroniques hein, qui se mettent en place. Donc, vous avez les deux. Ensuite, on a une deuxième question. Depuis combien de temps ce vaccin existe-t-il avant d'être généralisé via l'éducation nationale? Quel retour donc sur ses effets? 9 ou 10 années pour l'Australie, mais est-ce suffisant? Est-ce ce vaccin présente-t-il des risques? Et si oui, lesquels à long terme? Comme par exemple, certaines pilules ont pu se montrer nocives plusieurs années plus tard. Professeur. Écoutez, déjà, la période de mise, enfin de mise sur le marché, d'autorisation de mise sur le marché de 2005-2006, 2006 exactement pour nous en France. Et les premières vaccinations, je crois, si mes souvenirs sont bons, en France, ont été de 2007. Il y avait à l'époque deux vaccins qui étaient en concurrence. L'Australie a très vite adhéré à ce protocole dès 2007, donc ça veut dire qu'on a un recul de 17 ans déjà sur ce vaccin pour l'Australie qu'il a utilisé. Les effets secondaires ont été comparés à d'autres vaccinations et il n'a pas plus d'effets secondaires, il en a plutôt même moins d'effets secondaires. On avait incriminé à un moment donné des maladies auto-immunes en disant bah oui, on stimule l'immunité, donc on va favoriser les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, comme certaines maladies immunitaires. En pratique, toutes les études ont bien montré qu'il n'y avait pas d'augmentation de ce risque, puisqu'en fait, simplement, c'est la tranche d'âge qui entraîne un risque en soi. Et quand on compare la population qui a été vaccinée versus une population qui n'a pas été vaccinée, il n'y a pas plus de risque d'avoir une maladie immunitaire chez les personnes vaccinées versus les personnes non vaccinées pour le papillomavirus. Voilà en termes de risque. Il y a eu donc à la fois le comité international, enfin mondial, il y a eu le comité européen, et puis bien sûr la France qui avait fait toute une étude, je crois que c'est la CNAM qui avait fait toute une étude sur les effets secondaires du vaccin papillomavirus, toutes concluent à dire qu'il n'y a pas de surrisque à utiliser ce type de vaccin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, juste à titre d'information, c'est vrai que moi qui vois dans mes consultations que des femmes qui ont des problèmes de frottis anormaux avec des anomalies type j'ai du virus et j'arrive pas à m'en débarrasser, j'ai des infections avec des lésions précancéreuses. C'est vrai que chaque fois, ces femmes disent ah, mais zut, si j'avais su que je pouvais me faire vacciner, je me serais fait vacciner. Et c'est vraiment dommage de ne pas profiter d'un vaccin qui n'est pas dangereux, qui est efficace avec, vous avez vu, les taux d'efficacité à des âges où justement on prévient alors très clairement le risque de l'infection HPV et ses conséquences. On va laisser 2 minutes, je propose, hein, parce qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Alors, le protocole de vaccination est-il le même pour un ado de 15 ans? Alors 15 ans, on est après la tranche de 14, c'est-à-dire qu'on est à 3 doses au lieu de 2 doses, mais autrement c'est le même principe, 0, 2 mois, 6 mois. Il faut savoir qu'un protocole, quand il a été commencé, s'il a été commencé, mettons, à 14 ans moins 14 ans, où normalement on devait être en 2 doses, et qu'il a tardé à faire sa deuxième injection ou sa troisième injection, en fait, en pratique, on reste sur le protocole de l'âge où on a commencé. C'est-à-dire si on a commencé dans la tranche 11-14, on sera à 2 doses, même si la deuxième dose doit se survenir qu'à 15 ou 16 ans. Alors, attendez, il y a 2 questions qui sont arrivées. On nous parlait d'une limite d'âge par rapport au début de la vie sexuelle. Tant mieux si cela a pu changer, je crois que vous aviez répondu. Et les frottis montrent la présence d'HPV. Pourquoi
ne pas analyser l'HPV présent pour savoir si c'est une souche à danger? Alors, en pratique, le principe du dépistage a un petit peu changé là, depuis 2 ans. Avant, quand on faisait un dépistage, on faisait ce qu'on appelait un frottis cytologique, c'est-à-dire qu'on frottait le col et on récupérait des cellules. Et si l'aspect des cellules était anormal, on était amené effectivement à aller regarder ce col de plus près en faisant une colposcopie et des éventuelles biopsies. Maintenant, on propose de faire, puisqu'on sait que l'infection virale est une infection obligatoire pour arriver à avoir des anomalies, on fait une recherche première du virus. Mais attention, on ne recherche pas tous les virus. On ne recherche que les virus qui ont un potentiel oncogène, c'est-à-dire qui ont la capacité d'être associés à un cancer. Si la personne présente ce type d'HPV, à ce moment-là, on fait, avec le même prélèvement, l'analyse cette fois-ci des cellules qui ont été prélevées. Si ces cellules sont normales, on ne fait rien de plus et on repropose un nouveau contrôle 1 an plus tard. Si par contre ces cellules sont anormales, à ce moment-là, on a effectivement un virus et des cellules anormales et donc on proposera une exploration du col. Petite restriction, c'est qu'en fait, je vous ai dit que l'infection virale était quelque chose de banal, était qu'un marqueur d'activité sexuelle. Donc il est clair que chez les jeunes, forcément, l'activité sexuelle n'est pas toujours très stabilisée et de ce fait, ils sont porteurs de façon beaucoup plus importante de virus, et ça, beaucoup d'études l'ont montré, que des personnes de plus de 30 ans. Donc, en fait, on a un petit peu modifié notre stratégie pour dépister. Les jeunes de 25 à 30 ans, puisqu'on ne commence pas avant 25 ans, on leur propose de faire une cytologie classique, et c'est à partir de 30 ans qu'on leur propose de faire un dépistage en cherchant le virus oncogène en premier. Alors, une question, c'est le frottis recommandé tous les 3 ans, mais s'il y a des traces, c'est tous les ans. Alors, Je en ne connais pas pratique, beaucoup. le frottis cytologique, c'est donc les 25 à 30 ans. C'était un frottis qui était fait à 25 ans, un premier frottis. Ensuite, un deuxième frottis était fait 1 an plus tard, c'est-à-dire à 26 ans. Et si ces deux frottis étaient normaux, on faisait un frottis tous les 3 ans, cytologique. Quand on a 30 ans et qu'on fait un frottis avec une recherche virale, s'il n'y a pas de virus, on ne fait qu'un frottis tous les 5 ans. Donc, on espace la fréquence des frottis. En revanche, s'il y a un virus, comme je vous l'ai dit, on fait une analyse des cellules. Soit les cellules sont normales, et auquel cas on refait un frottis 1 an plus tard. Si ce deuxième frottis 1 an plus tard montre à nouveau des traces de virus, quelle que soit la cytologie, on doit aller examiner ce col. Donc on examinera ce col. Alors il est vrai qu'on a un certain nombre de patientes actuellement qui sont dites porteuses chroniques de papillomavirus, c'est-à-dire tous les ans, on retrouve du papillomavirus, avec ou sans lésion. Et c'est vrai qu'on est un petit peu embêté, c'est on va dire une des failles du nouveau système de dépistage, c'est qu'on se retrouve, pas inondé, mais avec de nombreuses patientes qui sont porteuses chroniques de virus et pour lesquelles eh ben, on n'a rien à proposer pour arriver à dire bah, celle-là, là, vous risquez quelque chose ou là, vous ne risquez rien. On est en train d'étudier des marqueurs qui nous permettront de trier ces patientes, celles qui nécessitent réellement un suivi tous les ans, de celles qui peut-être pourraient être suivies que tous les 3 ans. Mais ces marqueurs ne sont pas encore validés. Ils sont en cours, mais ils ne sont pas validés. Je vois plus d'autres questions. Si, non. Qui doit-on consulter pour analyse plus profonde du col? Donc l'analyse plus profonde du col, c'est ce qu'on appelle la colposcopie, c'est-à-dire une image magnifiée du col avec l'aide d'un microscope, d'une loupe binoculaire, où on utilise des colorants pour pouvoir mettre en évidence les anomalies qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il faut donc le faire auprès de quelqu'un qui est compétent en colposcopie, qui a donc un diplôme de colposcopiste. La plupart du temps, ce sont des gynécologues qui ont fait ce diplôme, mais tous les gynécologues n'ont pas forcément fait. Il existe un site de la Société française de colposcopie qui existe. Il suffit d'aller dessus, il y a une carte géographique de tous les gens qui font de la colposcopie et qui sont titulaires de la charte de qualité en ce qui concerne la colposcopie.
Comment vous écrivez? Je pense savoir. Comment vous écrivez? Je pense que la colposcopie. Ah, la colposcopie? Oui, allez-y, je vous laisse. Alors, C-O-L-P-O-S-C-O-P-I-E. Colposcopie. Colpos, c'est le vagin et le col. Scopie, je regarde. C'est ça, hein, j'ai pas fait de faute d'orthographe. Colposcopie, très bien, bravo. Alors, pour les suivis, est-ce qu'il y a une différence si la personne est vaccinée ou non? C'est une bonne question. En pratique, pour l'instant, non. Il n'y a aucune différence, c'est-à-dire que vacciné ou pas vacciné, on propose les mêmes façons de dépister. Pourquoi? Parce que déjà, même le nouveau vaccin qui est non avalent ne couvre pas tous les papillomavirus. Il couvre 2 papillomavirus non oncogènes, donc ça concerne les condylomes, et 7 HPV oncogènes, les plus importants. Ça représente à peu près, en tout cas pour la France, 90% des cancers. Mais il reste 10% des cancers qui sont concernés par d'autres types d'HPV que la vaccination ne couvre pas pour l'instant. Ce qui explique que pour l'instant, le dépistage doit continuer. Mais il est clair que moi, dans ma pratique de tous les jours, quand je vois un frottis anormal chez une patiente qui est vaccinée, je suis beaucoup plus serein que quand je vois une patiente qui a un frottis anormal et qui n'est pas vaccinée. Clairement, la plupart du temps, de toute façon déjà, ce n'est jamais les virus du vaccin, donc ça prouve que le vaccin est bien efficace. Et les autres virus, certes, peuvent être associés avec des cancers, mais avec un risque bien moindre. Mais ça, on ne l'a pas mis dans les recommandations parce qu'on ne peut pas le dire comme ça. C'est intuitif, on va dire. Mais clairement, la vaccination vous protège. Pour l'instant, on n'a pas changé les modalités, mais c'est vrai que ça vous protège. Alors, pourquoi 3 doses à partir de 15 ans? Alors, il y a plusieurs réponses. En fait, au départ, le vaccin avait été conçu pour 3 doses. Donc, au départ, tout le monde avait 3 doses. Et puis, on s'est aperçu que plus on vaccinait chez les gens jeunes, plus la réponse immunitaire était importante et permettait de se limiter à 2 doses. Il est vraisemblable que par la suite, mais je ne peux pas vous le dire maintenant parce qu'il n'y a aucune étude qui l'a démontré, mais que même jusqu'à 15 ans, même jusqu'à 19 ans, même voire jusqu'à 26 ans, 2 doses pourraient suffire. Ce dont on est sûr, c'est que 17 ans plus tard, les taux d'anticorps et l'efficacité des vaccins restent complètement valables. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rappel de vaccinal. Alors pour l'instant, on reste sur ces modalités qui sont liées à l'AMM, donc à savoir 3 doses. On a réduit à 2 doses sur les 11-14 parce qu'on pense que, enfin, on est sûr que ça suffit, mais il est vraisemblable que par la suite, on passera peut-être qu'à 2 doses mais là je m'avance, pour les plus de 14 ans. De la même façon, il est vraisemblable qu'on allonge également la période d'autorisation du vaccin. Alors quand je dis autorisation du vaccin, ce n'est pas tout à fait juste. Le vaccin a une AMM, donc a une autorisation de mise sur le marché, jusqu'à 26, voire jusqu'à 45 ans. Mais en France, on ne rembourse ce vaccin que jusqu'à 19 ans révolus. Et on pourrait peut-être augmenter cette tranche jusqu'à 26 ans. Pourquoi? Parce que déjà chez les garçons qui sont dits, entre guillemets, homosexuels, on autorise la vaccination jusqu'à 26 ans et elle est remboursée. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse 2 poids 2 mesures. Pourquoi les garçons 26 ans et homosexuels et pas les hétérosexuels? Et pourquoi pas les filles? Donc il est vraisemblablement, mais pour l'instant c'est une demande qui est mise à l'HAS, on demande à ce que la vaccination soit remboursée jusqu'à 26 ans, pour les garçons et pour les filles. Mais comme vous avez vu sur les études concernant le cancer, plus on vaccine tôt, plus on est protégé pour le cancer. A priori, on a dû épuiser les questions. Enfin, je sais pas, je pense pas, au moins répondu aux principales questions. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à aller sur les sites ministère de la Santé, Haute Autorité de Santé, qui sont les sites de référence. Je pense de Société Savante également, j'imagine, professeur Louis. Oui, la Société française de colposcopie est tout à fait Ok. référente.
Vous avez les sites, bon, le plus simple, c'est peut-être le ministère de la Santé, mais pas, au moins l'information est fiable, vérifiée, et vous éviterez les fake news. Euh, voilà. Moi, je vous propose peut-être, si je vois toujours pas de questions, de s'arrêter là. Donc, je vous rappelle que le webinaire sera mis en ligne sur le site de l'Agence régionale de santé. Facile à trouver. Écoute, on va vous souhaiter une bonne soirée. Ah, et après 45 ans, pardon. Et après 45 ans. Dernière question. Après 45 ans, pour l'instant, il n'y a théoriquement plus d'AMM. L'efficacité, bon, ben, elle serait à démontrer, quoi. En pratique, il faut comprendre que le vaccin n'est efficace que sur une personne qui n'a pas été en contact avec le virus. Si elle est porteuse du virus, le vaccin ne sera pas efficace. Alors, il est vrai que on a démontré que chez les gens, par exemple, qui avaient un précancer lié à un type de virus et pour qui on a fait un traitement chirurgical du col, c'est-à-dire on a coupé un petit bout de ce col, le fait de les vacciner en même temps qu'on fait cette intervention va diminuer le risque de récidive de la maladie. Ce risque de récidive n'est pas très, très important, il est estimé entre 16 et 10%, 7 et 10%, pardon, mais on diminue de façon significative ce risque en vaccinant en même temps qu'on fait le geste ou dans la suite du geste de conisation. Pour 45 ans, il n'y a pas, c'est une barrière qui correspond simplement à ce que le laboratoire a fait comme essai thérapeutique. Après, il faut bien comprendre que si une personne a été protégée contre l'infection virale jusqu'à 45 ans, le temps qu'elle développe une nouvelle infection virale après 45 ans et qu'elle développe un cancer, il va se passer un délai de 30 à 40 ans. Donc, on est déjà à des âges très avancés, enfin relativement avancés. Je sais bien que 80 ans, c'est pas vieux maintenant, mais ça n'empêche, c'est des âges beaucoup plus avancés. Et je rappelle que pour l'instant, le dépistage s'arrête à 65 ans. Oui, il y a d'autres facteurs favorisants. Le tabagisme, c'est un facteur important. La contraception orale œstroprogestative prolongée, donc de plus de 5 ans, serait un des facteurs également, mais également les infections sexuellement transmissibles concomitantes, type infection à chlamydia ou herpès. Alors, on a deux questions. Je vais les lire, je pense que vous les voyez aussi à l'écran. Est-ce qu'un enfant peut avoir déjà le virus HPV contracté lors de l'accouchement? Et puis après, autre question, y a-t-il de la prévention, notamment via le microbiote? Alors, concernant le risque de portage HPV lors de l'accouchement, oui, mais ça a été démontré, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça ne justifie pas de faire une césarienne prophylactique pour éviter que l'enfant passe par les voies naturelles. On a même déjà démontré que certains enfants qui sont nés par césarienne alors que la poche des os était intacte étaient également porteurs d'HPV alors qu'ils n'ont pas passé à travers la filière génitale. Donc, ce n'est pas protecteur, donc il n'y a aucune recommandation concernant la césarienne prophylactique pour éviter cette contamination virale. A priori, l'enfant fait très peu de complications liées à cette infection virale lors de la naissance. Il y a quelques rares maladies, qui est la papillomatose laryngée, qui est effectivement une papillomatose bénigne, mais qui est maligne dans le sens où elle gêne la respiration et elle peut entraîner des asphyxies et nécessite souvent des interventions multiples. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question concernant le microbiote. Donc, en fait, il y a quelques laboratoires qui ont proposé des traitements locaux qui ne sont pas du microbiote, c'est plutôt agressif, qui sont censés permettre de faciliter ce qu'on appelle la clearance, c'est-à-dire la, la sortie du virus, l'extériorisation du virus, pour qu'il s'en aille. Alors, ils ont effectivement sur les taux de couverture, sur les taux d'infection virale, un taux d'efficacité de l'ordre de 30%, mais on manque d'éléments comparatifs, c'est-à-dire à savoir des patients qui ont été traités avec du placebo, parce qu'on sait que l'infection virale spontanément, dans l'année, il y en a 50% qui vont guérir, et dans les 2 ans, il y en a quasiment 90% qui vont guérir. Donc, si on n'a pas un groupe témoin à côté pour dire, bah oui, ce médicament est efficace par rapport au groupe témoin, pour l'instant, on ne peut rien dire, donc on ne le recommande pas particulièrement. Ensuite, les probiotiques, donc avoir un équilibre de la flore bactérienne, ça ne change pas grand-chose quant au développement viral.
Alors, le vaccin sera-t-il efficace si l'enfant a le virus depuis sa naissance? Alors, l'enfant peut avoir le virus effectivement lors de la naissance. En règle générale, il s'en débarrassera également, la plupart du temps, parce qu'il a un système immunitaire local qui existe, hein, donc il s'en débarrassera. Si la mère était infectée de façon suffisamment longue, peut-être elle pouvait avoir quelques anticorps et de ce fait, même avoir protégé son gamin. S'il n'a pas été contaminé par un geste de pénétration qui puisse amener le virus à l'intérieur de son vagin, normalement, l'enfant enfin la fille qui est vierge en tout cas, n'aura pas de virus présent au niveau du col. En clair, il n'y a pas de cancer du col normalement chez les femmes vierges. Aussi, je crois que On a épuisé les questions. avec vos réponses, vous avez pu répondre à toutes les questions. Écoutez, on va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup de vous être connecté à ce webinaire. Et je regarde, non, merci. Ok, c'est des remerciements. Donc, on vous dit, on souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas à venir sur les sites si vous avez besoin de questions supplémentaires. Bonne soirée à tous et à toutes. Et Bonne merci soirée à beaucoup. tout le monde. Merci, au revoir.